Le haut potentiel, c'est un sujet qui fascine, hein, mais qui est aussi, il faut bien le dire, plein de clichés. Alors aujourd'hui, on va essayer de dépasser un peu ces stéréotypes, de creuser pour voir ce que ça veut vraiment dire d'avoir un fonctionnement à haut potentiel. Allez, on y va. Pour commencer, cette citation. Elle est assez forte, non? Elle vient d'un doctorant et elle résume parfaitement ce sentiment d'un cerveau qui ne s'arrête jamais, toujours en ébullition. Cette suractivité, elle peut être une force, bien sûr, mais aussi une vraie source d'épuisement. C'est quelque chose que beaucoup de personnes à haut potentiel connaissent bien. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi être doué? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Est-ce que c'est juste une question d'être super intelligent ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus complexe, une façon différente de voir, de ressentir, de traiter le monde qui nous entoure? C'est vraiment la question centrale qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Ok, première étape, il faut absolument déconstruire les idées reçues. Parce que le mythe du génie qu'on colle souvent sur le haut potentiel, eh bien, il est tenace. Et il cache des réalités qui sont beaucoup plus nuancées. Oui, parce que l'image qu'on a en tête, souvent, c'est celle qu'on voit dans les films ou les séries, non? Le personnage un peu en marge, hypersensible, pas très à l'aise socialement. Bon, la réalité, celle que décrivent les scientifiques, elle est bien plus complexe, bien loin de ces caricatures. Et c'est important de le dire, parce que ces stéréotypes, eh bien, ils peuvent faire du mal. Ils collent des étiquettes qui ne correspondent pas du tout à la réalité des gens. Pour y voir plus clair, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul type de haut potentiel. On fait surtout la distinction entre le haut potentiel intellectuel, le fameux HPI, et le haut potentiel émotionnel, le HPE. Alors, voyons ce qui les différencie vraiment. Le HPI, c'est le profil le plus connu, celui qu'on associe presque automatiquement à la douance. Il se définit par des capacités cognitives, disons, très efficaces, bien au-dessus de la moyenne. Et ça se mesure avec des tests qui évaluent le raisonnement, la mémoire, la vitesse. Bref, ici, c'est vraiment la partie intellectuelle qui prime. À l'opposé, ou plutôt en complément, on a le HPE. Lui, il se définit par une intelligence émotionnelle hyper développée. C'est cette capacité à percevoir, à comprendre et à gérer ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Là, c'est la sphère émotionnelle qui est au premier plan. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on voit deux manières de penser qui sont radicalement différentes. Le HPI va préférer un chemin logique, analytique, presque scientifique pour décortiquer une situation. Le HPE, lui, va fonctionner de façon beaucoup plus intuitive, en se fiant à son instinct, à son ressenti, à son vécu. Et cette différence, on la retrouve aussi dans la communication. Le HPI est souvent très à l'aise avec les mots. Le langage, c'est son outil pour structurer sa pensée et la partager. Le HPE, lui, est un expert de la communication non verbale. Il va capter les émotions, les intentions, tout ce qui se passe bien au-delà des mots. Et là, on touche à un point vraiment crucial, l'estime de soi. Souvent, les personnes HPI peuvent avoir une estime d'elles-mêmes un peu plus fragile. Pourquoi? Parce que leur tendance à tout intellectualiser peuvent parfois les couper de leurs émotions et donc de ce qui pourrait les apaiser. À l'inverse, les HPO, grâce à leur très bonne gestion émotionnelle, arrivent souvent à se construire une estime de soi plus solide, plus résiliente. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau? Grâce aux neurosciences, on a aujourd'hui des pistes assez fascinantes sur les particularités neurologiques du haut potentiel. Alors, une des signatures du haut potentiel, c'est cette fameuse pensée en arborescence. Il faut imaginer ça, contrairement à une pensée linéaire qui va bien sagement d'un point A à un point B, la pensée en arborescence, elle, explose dans toutes les directions. Une idée en entraîne 10 autres qui elles-mêmes ouvrent d'autres portes, c'est ce qui crée cette suractivité mentale quasi permanente. Et ça se voit dans le cerveau. Les études d'imagerie montrent que chez les personnes HPI, certaines zones du cerveau, celles liées à l'attention et au traitement de l'info, s'activent plus intensément. On voit aussi que leurs différentes régions cérébrales communiquent plus vite et plus efficacement entre elles. Mais attention, et ça c'est fondamental, il ne s'agit pas d'un cerveau différent ou d'une autre catégorie. Les scientifiques insistent là-dessus. Les différences sont quantitatives, pas qualitatives. C'est une question de degré. Il n'y a pas d'un côté les cerveaux HPI et de l'autre les cerveaux normaux. Il y a un immense continuum, une grande variété d'un individu à l'autre. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours, et en particulier dans le monde du travail? Parce que oui, être à haut potentiel, ce n'est pas toujours un cadeau. Ça vient souvent avec son lot de vulnérabilité, une sensibilité à fleur de peau, une peur de l'échec qui peut être paralysante, ou encore un perfectionnisme qui met une pression énorme sur les épaules. Tous ces traits peuvent parfois rendre les relations compliquées et créer un vrai sentiment de décalage. Ce tableau, il est vraiment excellent pour illustrer ça. Il montre le gouffre qui peut exister dans la perception au bureau. Par exemple,
Un comportement vu comme de l'opposition à l'autorité, en réalité, ça peut être l'expression d'un immense besoin de justice et de cohérence. Ce qui peut passer pour un manque de concentration, c'est peut-être juste cette pensée en arborescence qui a besoin de jongler avec plusieurs sujets pour rester stimulée. C'est une source de malentendus énorme. Alors, face à ce sentiment de décalage permanent, beaucoup de gens décident d'entamer une démarche pour mieux se comprendre. Et là, l'identification du haut potentiel peut devenir une étape vraiment importante. Ce chiffre, 130, c'est un peu le nombre magique, celui qu'on associe à l'entrée dans le club des HPI. C'est le score de QI qui est généralement pris comme seuil de référence par les professionnels. Mais, et ça, c'est le plus important, ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas une fin en soi, loin de là. Tous les psychologues le diront, c'est un indicateur, un repère, mais ce n'est absolument pas un mur ininfranchissable. La différence de fonctionnement entre un QI de 127 et de 132 est quasi inexistante. Ce qui compte, c'est l'analyse globale du profil. D'ailleurs, le processus pour se faire identifier est très encadré. Ça commence par un entretien pour bien comprendre la démarche, puis il y a la passation du test, mais l'étape la plus essentielle, c'est la restitution. Le psy ne donne pas juste un chiffre, il explique en détail le fonctionnement de la personne, ses points forts, ses points de vigilance. C'est un véritable éclairage. Et pour beaucoup de gens, ce moment est une révélation. C'est un vrai soulagement, comme le dit la citation. Ça permet enfin de mettre des mots sur un sentiment de différence, de décalage qu'on a pu ressentir toute sa vie. Ça aide à déculpabiliser, à mieux s'accepter. Ce n'est pas une étiquette qu'on se colle, c'est une clé pour mieux se comprendre. Au final, s'intéresser au potentiel, ce n'est pas juste parler d'une petite partie de la population. C'est avant tout reconnaître qu'il y a une immense diversité dans les intelligences et les manières de penser. Et ça nous amène à une question plus large. Comment est-ce que cette reconnaissance peut nous aider à créer des environnements, que ce soit à l'école ou au travail, qui soient plus inclusifs et qui valorisent toutes les formes de neurodiversité? C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne absolument tous.